Aristote, le traité de l'âme. La faculté motrice. Nous avons défini l'âme, celle des animaux, par deux facultés. La faculté de juger, qui est la fonction de la pensée, et de la sensation. Et en outre, la faculté de mouvoir selon le mouvement local. En ce qui concerne le sens et la pensée, nos explications antérieures doivent suffire, mais en ce qui concerne le principe moteur, il nous faut examiner ce qui, enfin, dans l'âme, joue ce rôle. Si c'est quelques parties uniques de l'âme, séparées soit dans l'étendue, soit logiquement, ou si c'est l'âme tout entière. Et en supposant que c'en soit quelques parties, si c'est une partie spéciale, distincte de celle qu'on reconnaît habituellement et que nous avons indiquée, ou bien si c'est quelqu'une de ces dernières. Mais la question se pose immédiatement de savoir en quel sens on doit parler des parties de l'âme et quel est leur nombre. D'une certaine façon, en effet, il apparaît bien qu'elles sont en nombre infini et qu'il ne suffit pas seulement de distinguer avec certains philosophes la partie rationnelle, la partie impulsive et la partie appétitive, ou avec d'autres la partie rationnelle et la partie irrationnelle. En effet, à examiner les différences d'après lesquelles ces divisions sont établies, il apparaît en fait qu'il existe d'autres parties séparées les unes des autres par un intervalle plus grand que celle-ci. Ce sont celles dont nous venons de parler, à savoir la partie nutritive, qui appartient tant aux plantes qu'à tous les animaux. La partie sensitive, qu'on ne peut facilement classer ni comme irrationnelle ni comme rationnelle. En troisième lieu, la partie imaginative, qui par son essence est différente de toutes les autres, mais dont il est très difficile de dire à quelle partie elle est identique ou de quelle partie elle est distincte, si on suppose des parties séparées dans l'âme. Enfin, la partie désirante, qui tant par sa forme que par sa puissance, semblerait bien être différente de toutes les précédentes, et qui pourtant ne peut sans absurdité être séparée des autres parties, car c'est dans la partie rationnelle que le désir réfléchi, prend naissance, et dans la partie irrationnelle, l'appétit et l'impulsion. Si de même on fait l'âme tripartite, le désir figurera dans les trois parties. Revenons à l'objet de notre précédente étude. Qu'est-ce qui meut l'animal selon le lieu? En effet, le mouvement d'accroissement et de décroissement, appartenant à tous les êtres animés, doit, semble-t-il, être attribué au principe que tous possèdent, à savoir la faculté génératrice et nutritive. Quant à l'inspiration et à l'expiration, au sommeil et à la veille, on les examinera plus tard, car ils soulèvent eux aussi beaucoup de difficultés. Mais pour en revenir au mouvement selon le lieu, qu'est-ce qui imprime à l'animal son mouvement de progression? C'est ce qu'il faut examiner. Que ce ne soit pas la faculté nutritive, c'est évident. Toujours en effet, c'est en vue d'une fin que ce mouvement de locomotion s'accomplit, et il est accompagné soit d'imagination, soit de désir, car aucun animal, à moins de désirer ou de fuir un objet, ne se meut autrement que par contrainte. De plus, dans cette hypothèse, même les plantes seraient capables de mouvement, et elles posséderaient quelques parties servant d'organes à ce genre de mouvement. De même, ce n'est pas davantage la faculté sensitive, car il y a beaucoup d'animaux qui ont la sensation, et qui cependant restent stationnaires et immobiles pendant toute leur vie. Si donc la nature ne fait rien en vain, ni ne néglige rien de ce qui est, il s'ensuit qu'il devrait posséder aussi les parties qui peuvent servir d'organes à la progression. Mais ce n'est pas non plus la faculté rationnelle et ce qu'on nomme l'intellect qui est le moteur. En effet, l'intellect théorétique ne pense rien qui ait rapport à la pratique et n'énonce rien sur ce qu'il faut éviter et poursuivre, alors que le mouvement de progression est toujours d'un être qui évite ou poursuit quelque chose. Et même quand l'intellect porte sur une chose de ce genre, il n'ordonne pas pour autant de la poursuivre ou de l'éviter. Par exemple, souvent il pense quelque chose de redoutable ou d'agréable sans ordonner de fuir. C'est le cœur seul qui est mis en mouvement, ou, s'il s'agit d'une chose agréable, quelque autre partie du corps. Enfin, même quand l'intellect prescrit et que la pensée dit de fuir quelque objet ou de le poursuivre, l'animal ne se meut pas par là même. Au contraire, il agit parfois selon l'appétit, et c'est ce que fait l'intempérant. Enfin, d'une manière générale,
nous observons que celui qui possède la science médicale ne l'exerce pas pour autant, ce qui montre bien que c'est tout autre chose qui détermine l'action conforme à la science, et non pas la science elle-même. Enfin, ce n'est pas davantage le désir qui détermine ce genre de mouvement, car les tempérants, quand ils éprouvent des désirs et des appétits, n'accomplissent pas les choses dont ils ont le désir, mais ils obéissent à la raison.